La nuit de noces, lorsque sa femme décède subitement, son mari, se croyant maudit, décide de vendre leur appartement. Mais au moment de soulever le matelas pour le déménagement, il pousse un cri et appelle la police. La scène qui s'offre à ses yeux le plonge dans une horreur absolue. Ce jour-là était le plus important et le plus heureux de ma vie. Comme pour nous bénir, le ciel d'automne de Paris était d'un bleu éclatant et limpide. Un soleil doré se déversait comme du miel. Mon appartement et celui d'Élise, ma future femme, se trouvaient dans le même arrondissement, un quartier calme où l'on pouvait se rendre à pied de l'un à l'autre. Vêtu de mon costume de mariée, je sentais ma poitrine sur le point d'exploser d'un bonheur indicible. C'était un sentiment totalement différent de celui que j'avais ressenti lors d'une promotion au travail ou de l'achat de mon premier logement. C'était une chaleur, une plénitude qui semblait emplir chaque cellule de mon corps. J'ai regardé Élise, qui allait devenir ma femme. Vêtue d'une magnifique robe blanche en dentelle, son visage, malgré le maquillage soigné, révélait sa nature douce et timide. Ses yeux, particulièrement brillants aujourd'hui, pétillaient sans doute de bonheur, mais aussi d'une certaine tension à l'idée de rejoindre une nouvelle famille. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Ce n'était pas une éternité, mais c'était amplement suffisant pour nous comprendre et nous faire confiance. Notre amour n'avait jamais été bruyant ou ostentatoire. Tel un ruisseau s'écoulant paisiblement, il avait traversé les méandres de la vie pour atteindre aujourd'hui l'océan du bonheur. La salle de réception de l'hôtel était remplie des applaudissements chaleureux et des rires de nos familles et amis. Ma mère, Sylvie, était sur le qui-vive depuis l'aube. Dans son élégant tailleur lavande, elle accueillait les invités avec un visage rayonnant. Chaque fois que quelqu'un la félicitait en disant « Vous devez être si heureuse, Madame Dubois, d'avoir une si belle et gentille belle-fille », elle ne pouvait cacher un sourire de satisfaction. Oh oui, notre Élise est un véritable trésor. Vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante qu'elle entre dans notre famille. Voir ma mère ainsi me réchauffait le cœur. Mon père était décédé prématurément, et elle m'avait élevé seule avec une détermination sans faille. Son plus grand souhait était de me voir mariée, avec un foyer stable. Aujourd'hui, je réalisais ce vœu. La cérémonie civile à la mairie avait été empreinte de solennité. Élise et moi nous tenions côte à côte, signant les registres. En mon fort intérieur, j'adressai une prière à mon père. Papa, de là-haut, veille sur nous. Fais que nous puissions vivre heureux ensemble pendant 100 ans, avoir beaucoup d'enfants et être comblés. En relevant la tête, je vis Élise essuyer discrètement une larme. Sans doute l'émotion de quitter sa propre famille. Je lui pris doucement la main. À partir de maintenant, ma famille est ta famille, et ma mère est ta mère. Ces mots portaient le poids d'une promesse plus forte que n'importe quel serment. La réception se déroulait dans un cadre luxueux. Sous des lumières scintillantes et sur fond de musique douce, nous sommes montés sur l'estrade sous des applaudissements incessants. D'une main tremblante, j'ai saisi le micro pour remercier nos parents, nos amis et nos collègues de leur présence. Puis, me tournant vers Élise, la gorge nouée, j'ai dit « Élise, merci d'être entrée dans ma vie. Merci de m'avoir choisi pour mari. Je te le promets, à partir de cet instant, moi, Julien, je passerai le reste de ma vie à te protéger, à t'aimer et à te rendre heureuse. » Les yeux pleins de larmes, Élise m'a regardé et a simplement hoché la tête. Mais je savais que ce petit signe contenait toute la confiance du monde. Nous avons fait le tour des tables pour saluer les invités. Mes amis n'ont pas manqué de me taquiner. « Eh bien, Julien, on dirait que tu as décroché la lune aujourd'hui. Donnez-nous vite de bonnes nouvelles. » Je me contentais de sourire. Dans cette euphorie, je me sentais l'homme le plus chanceux de la terre. Ma mère, à nos côtés, ne cachait pas sa fierté. Elle m'a tapoté l'épaule en disant « Mon fils, te voilà devenu un vrai homme. Prends bien soin de ta femme. Tu m'entends ?» J'ai hoché la tête. « Oui, maman. Ne t'inquiète pas, je le ferai. » La nuit tombant, la réception toucha à sa fin et les invités commencèrent à partir. Élise et moi leur avons dit au revoir un par un. Ma mère a adressé quelques mots à Élise. « Ma chérie, si quelque chose ne va pas dans votre nouvel appartement, n'hésite pas à m'appeler. Ne sois pas timide. » Élise a répondu docilement. « Oui, belle maman. » J'ai aidé Élise à monter dans la voiture des mariés. Elle nous conduisait vers notre nouveau nid, le petit appartement que j'avais décoré avec tout mon cœur pour notre mariage.
Par la fenêtre, les lumières de la ville qui s'éloignaient scintillaient comme des étoiles. En me tournant vers Élise, je l'ai vue endormie, la tête posée sur mon épaule, sans doute épuisée. J'ai souri et déposé un léger baiser sur ses cheveux. Ce bonheur, je le protégerai au péril de ma vie, me suis-je juré. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble. J'ai secoué doucement Élise pour la réveiller. Elle a frotté ses yeux endormis et m'a souri timidement. Je l'ai alors soulevée dans mes bras. Surprise et gênée, elle a poussé un petit cri. La tradition veut qu'on franchisse le seuil comme ça pour devenir un vrai couple, ai-je dit en riant. Le chauffeur, amusé, nous a souhaité tout le bonheur du monde. J'ai porté ma femme dans l'ascenseur. La chaleur de son corps, le parfum délicat de ses cheveux. Mon cœur battait à tout rompre. Cette personne est ma femme, la femme avec qui je passerai le reste de ma vie. La porte de notre appartement s'est ouverte. Notre chambre nuptiale était décorée avec un soin infini. Ma mère et quelques amis proches d'Élise y avaient mis tout leur cœur. La pièce était remplie de ballons blancs et rouges, et notre grande photo de mariage était accrochée au mur. Sur le cliché, nous arborions un sourire radieux. Mais ce qui attirait le plus le regard, c'était le lit, paré d'une luxueuse parure de satin rouge foncé, sur laquelle étaient parsemés des pétales de rose. Une odeur de rose fraîche se mêlait subtilement à celle, encore présente, de la peinture neuve. Élise est descendue de mes bras et a fait le tour de la pièce, les yeux brillants de joie. « Mon amour, c'est magnifique. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi beau. » Elle a couru vers la fenêtre et a tiré les rideaux. Du 15e étage, la vue nocturne sur la ville, scintillante et féerique, s'offrait à nous. « Je suis heureux que ça te plaise. C'est chez nous, maintenant, » ai-je dit, en m'approchant, pour l'enlacer par derrière. Nous sommes restés un long moment silencieux, appuyés contre la fenêtre, à contempler les lumières de la ville. Le tumulte du mariage s'était estompé, laissant place à un espace calme et paisible, rien qu'à nous deux. J'ai ressenti un lien presque sacré. Demain matin, à notre réveil, nous ne serions plus deux individus, mais une seule famille. Élise s'est retournée pour me faire face. Elle avait retiré sa lourde robe de mariée et porté une simple nuisette en soie blanche. Sous la douce lumière jaune de la lampe de chevet, elle était d'une beauté pure et rayonnante. D'une voix légèrement tremblante, elle a murmuré « Julien, j'ai l'impression de rêver. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment devenue ta femme. » J'ai souri en écartant doucement une mèche de cheveux de son front. « Ce n'est pas un rêve, ma chérie. » J'ai désigné notre acte de mariage, soigneusement encadré sur la coiffeuse. Le papier blanc, les lettres noires, même les sceaux officiels. Tu ne pourras plus m'échapper, même si le ciel nous tombait sur la tête. Élise a fait une petite moue avant de rire avec moi. Son rire suffisait à dissiper toute ma fatigue. Nous nous sommes assis sur le bord du lit qui sentait le neuf. L'atmosphère devenait plus intime, teintée de cette gêne propre aux premières nuits. J'ai pris ses mains fines dans les miennes. « Élise, je te l'ai promis tout à l'heure devant tout le monde, mais je veux te le redire, maintenant que nous sommes seuls. Je sais que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas riche comme certains, ni très romantique, ni doué avec les mots. Mais je te le promets, je mettrai tout ce que j'ai pour te protéger. Je serai ton pilier, peu importe les difficultés que nous rencontrerons, tant que tu seras à mes côtés, je pourrai tout surmonter. » Élise me fixait, les yeux embués de larmes. Elle ne pleurait pas, mais je savais qu'elle était profondément touchée. Elle a serré doucement ma main et a dit « Je ne veux pas que tu sois parfait, Julien. Tu n'as pas besoin d'être riche. Je veux juste un mari qui m'aime et me respecte toujours. Depuis le jour où je suis tombée amoureuse de toi, j'ai su que tu étais l'homme le plus fiable du monde. Devenir ta femme est la plus grande chance de ma vie. » Puis, posant sa tête sur mon épaule, elle a murmuré d'une petite voix « On sera heureux pour toujours, n'est-ce pas, mon amour ?» Sa question a coulé dans mon cœur comme une rivière chaude. Je l'ai serré fort contre moi, sentant son cœur battre à l'unisson avec le mien. J'ai respiré profondément son parfum. « Oui, ai-je répondu avec fermeté. Nous serons heureux pour toujours. » Cette promesse a résonné sous la douce lumière de notre chambre nuptiale, avec la nuit silencieuse pour seul témoin. Je croyais en cette promesse, absolument. Je croyais que la porte d'un bonheur total s'ouvrait en grand devant nous. Mais j'étais loin de me douter que, durant cette nuit, la plus belle de ma vie,
Un destin cruel avait déjà tendu un piège terrible, prêt à tout dévorer. À cet instant, je ne voyais qu'un avenir radieux, un foyer chaleureux rempli des rires d'Élise, des miens et de ceux de nos futurs enfants. Après cette journée épuisante mais remplie de bonheur, Élise et moi nous sommes rapidement endormis. La chambre était d'un calme étrange. Je me souviens avoir souri de contentement avant de sombrer dans le sommeil. Cette nuit-là, même mes rêves étaient magnifiques. Nous marchions main dans la main sur une plage ensoleillée. J'entendais le bruit des vagues, et Élise, visiblement ravie, me racontait quelque chose avec animation. Mais c'est alors qu'un son étrange m'a tiré de ce rêve paisible. Au début, c'était un gémissement très faible, à peine audible. À moitié endormi, je me suis retourné en pensant qu'Élise parlait dans son sommeil, mais le son est devenu de plus en plus clair, de plus en plus pressant. C'était une respiration rauque, mêlée à des sanglots étouffés. « Élise, qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé, encore ensommeillé, sans même ouvrir les yeux. Pas de réponse, seulement une respiration qui s'accélérait. Un pressentiment sinistre a commencé à m'envahir. Je me suis redressé d'un coup et me suis tourné vers elle. Sous la faible lueur de la lampe de chevet que nous avions laissée allumée, une vision d'horreur s'est offerte à moi. Élise se tordait sur le lit. Elle se débattait comme pour essayer de se relever, sans y parvenir. Ses deux mains griffaient sa poitrine, et son beau visage, qui rougissait de bonheur quelques heures plus tôt, était maintenant blême comme un linge. Ses lèvres étaient bleues, son front couvert de sueur froide. Elle ouvrait la bouche pour chercher de l'air, mais semblait incapable de respirer. « Julien !» Hâtée, elle appelait. Sa voix était faible, entrecoupée. J'ai mal à la poitrine. Je n'arrive pas à respirer. » Toute somnolence a disparu de mon esprit en un instant. Une peur panique m'a saisi, me paralysant pendant quelques secondes. « Élise, qu'est-ce que tu as ?» Je me suis levé d'un bond pour la soutenir. Son corps était froid comme de la glace. « Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Respire, doucement. » Je parlais en état de choc, sans même savoir ce que je disais. Je n'avais jamais vu Élise dans cet état. Elle était en bonne santé. Un peu mince, certes, mais elle n'était presque jamais malade. Pourquoi, tout à coup? Au secours! Élise a agrippé ma main. Ses ongles s'enfonçaient dans ma peau, comme pour chercher un appui, mais même sa main tremblait sans force. Ma tête tournait. J'ai attrapé mon téléphone portable sur la table de chevet. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de composer le 15, le numéro du SAMU. « Allô, SAMU? S'il vous plaît. Ma femme. Ma femme n'arrive plus à respirer. Elle a très mal à la poitrine. L'adresse est... » J'ai hurlé notre adresse dans le téléphone, la voix brisée par la peur. De l'autre côté, on me disait de rester calme, de pratiquer les premiers gestes, mais je n'entendais plus rien. J'ai jeté le téléphone sur le lit et j'ai de nouveau enlacé Élise. Elle ne semblait même plus entendre ce que je lui disais. Ses yeux perdaient leur éclat, fixant le vide, le plafond où flottaient encore les ballons de notre mariage. « Élise, reprends-toi. Regarde-moi. C'est moi, Julien. » Dans l'espoir de la ramener à moi, je lui ai tapoté doucement la joue. « L'ambulance va arriver. Tiens bon encore un peu, s'il te plaît. » J'ai massé sa poitrine en espérant que ça l'aiderait, mais c'était inutile. La crise semblait s'aggraver. Son corps a commencé à être pris de légères convulsions. Sa respiration sifflante s'affaiblissait de plus en plus. Dans cette chambre encore imprégnée du parfum des roses, les décorations rouges et festives me paraissaient soudainement grotesques et macabres. Il y a quelques heures à peine, dans ce même lit, nous nous étions promis un bonheur éternel. Et maintenant, ma femme était en train de mourir dans mes bras. « Non, Élise, ne m'abandonne pas » ai-je hurlé. Une peur atroce m'écrasait le cœur, un sentiment d'impuissance totale. J'étais son mari, j'avais promis de la protéger, et à cet instant, je ne pouvais rien faire. Rien, à part la serrer fort contre moi, comme si je pouvais ainsi retenir sa vie. Le temps s'étirait à l'infini, chaque seconde semblait durer un siècle. Je ne savais pas où était l'ambulance. Je savais seulement que le souffle d'Élise devenait de plus en plus faible. Je l'appelais, mais sa respiration diminuait. La force dans la main qui serrait la mienne commençait à faiblir. « Non, Élise, ne me fais pas ça. Je t'en prie, ai-je supplié, désespéré.
Les yeux clairs et brillants que j'aimais tant ont perdu leur foyer. Elle me regardait, mais sans me voir. Son regard passait au-delà de moi, vers le mur où était accrochée notre photo de mariage. Élise, je suis là. J'ai collé ma joue contre la sienne. Elle était froide. Le froid de la mort se propageait sur sa peau. Et soudain, sa poitrine qui se soulevait péniblement s'est arrêtée. Son corps, jusqu'alors raidi par la douleur, est devenu flasque. La main qui tenait la mienne est tombée, sans vie. Un silence effroyable s'est abattu sur la pièce. Seule, ma propre respiration haletante et le tic-tac de l'horloge murale brisaient ce silence absolu. Élise, ai-je appelé à voix basse? Aucune réponse. Élise, c'est une blague, n'est-ce pas? Tu me taquines. Arrête, ce n'est pas drôle. J'ai secoué doucement ses épaules. Son corps était inerte dans mes bras. Ses yeux étaient toujours ouverts, mais vides de toute vie. La lumière de la lampe de chevet éclairait son visage d'une pâleur mortelle. La puissante lueur de vie qui l'animait quelques minutes plus tôt semblait s'être complètement évaporée. Non, ce n'est pas possible. J'ai collé mon oreille contre sa poitrine, écoutant frénétiquement. Aucun son, ni battement de cœur, ni souffle. Seulement un silence de tombeau. C'est à ce moment-là que j'ai entendu, au loin, la sirène d'une ambulance. Ils arrivaient, mais c'était trop tard. Un son a jailli de ma gorge. Pas des mots, mais un hurlement, le cri d'une bête blessée. J'ai serré le corps sans vie de ma femme, enfouissant mon visage dans ses cheveux qui sentaient encore le shampoing et le bonheur de la veille. Les larmes ne venaient pas, je ne pouvais pas pleurer. La douleur était trop immense, elle dépassait les limites des larmes et me paralysait. La sirène se rapprochait. J'entendais des pas précipités dans le couloir, puis des coups à la porte. Je n'ai pas bougé. J'étais juste assis sur notre lit de noces, tenant ma femme dans mes bras. La chambre était la même, toujours aussi étincelante et chaleureuse. Les ballons rouges flottaient toujours au plafond, les pétales de rose étaient toujours éparpillés sur les draps. Mais la femme que j'aimais, celle qui m'avait promis un bonheur éternel, était maintenant froide et inerte. Ils ont défoncé la porte. C'étaient les secouristes du SAMU en uniforme bleu. Ils m'ont écarté. Je n'ai pas résisté. Ils ont allongé Élise, ont éclairé ses pupilles avec une lampe, ont posé un stéthoscope sur sa poitrine. Puis, l'un d'eux s'est tourné vers moi et a secoué la tête. Nous sommes désolés. Arrêt cardiaque avant notre arrivée. C'est trop tard. J'ai entendu ces mots distinctement, mais mon esprit refusait d'en accepter le sens. Trop tard? Qu'est-ce que ça veut dire? Trop tard. Cet après-midi, nous étions sur l'estrade. Il y a quelques heures, nous nous promettions l'avenir. Comment peut-il être trop tard? Je me suis effondré sur le sol. Mon monde, l'avenir que j'avais tant espéré, tout s'était écroulé la nuit de mes noces. Quelques heures après avoir été appelé Marie, j'étais devenu veuf. Dans un état second, j'entendais les secouristes parler entre eux. De la procédure. Comme le décès était soudain et à domicile, il fallait appeler la police. L'un d'eux m'a tendu mon téléphone. Vous devez prévenir la famille. Toutes nos condoléances. Prévenir la famille. Oui, la famille. La mère d'Élise, son père. Que deviendraient-ils en apprenant cette nouvelle? Mon cœur se serrait. Mais la première personne qui m'est venue à l'esprit, la seule qui pouvait être à mes côtés en cet instant, c'était ma mère. D'une main tremblante, j'ai composé son numéro. Ma mère. Elle habitait dans un vieil immeuble à quelques rues d'ici. Nous avions prévu d'aller lui rendre visite avec Élise demain matin. La sonnerie. Une fois, deux fois. Allô, Julien? Pourquoi tu appelles à cette heure-ci? Vous deux. Sa voix était endormie, mais taquine. Je ne pouvais pas parler. C'était comme si quelqu'un m'étranglait. Maman. Ai-je réussi à articuler? Sa voix a changé instantanément. Elle avait compris que quelque chose n'allait pas. Julien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu cette voix? Maman. Viens à la maison. Tout de suite. Vite. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Élise. Il est arrivé quelque chose à Élise? Viens, s'il te plaît, vite. Je n'ai fait que répéter ces mots avant de raccrocher. Je ne pouvais pas, au téléphone, lui annoncer cette nouvelle. Moins de 15 minutes plus tard, j'ai entendu des coups frénétiques et urgents à la porte. Je me suis traîné jusqu'à l'entrée et j'ai ouvert.
Ma mère s'est précipitée à l'intérieur. Elle était en pyjama, avec un simple peignoir jeté sur les épaules, les cheveux en désordre. Son visage était marqué par une anxiété extrême. Julien. Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il des secouristes ici? Elle a vu les hommes en bleu, puis son regard s'est figé sur le lit nuptial. Là, Élise gisait, immobile, un fin drap blanc recouvrant son visage. Ma mère s'est immobilisée. Elle a porté une main à sa bouche, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Mais, qu'est-ce que c'est que tout ça, Julien? Élise dort, pourquoi? Pourquoi? On lui a mis un drap sur le visage. D'une voix tremblante, elle s'est approchée du lit. Un secouriste l'a interceptée et lui a dit à voix basse: « Madame, nous sommes au regret de vous informer que votre belle-fille est décédée. » Le mot « décédée » a frappé ma mère comme un marteau. Ses jambes ont fléchi et elle s'est effondrée sur le sol. Pas complètement, elle est tombée à genoux. Non, c'est un mensonge. Vous mentez, n'est-ce pas? Elle secouait la tête frénétiquement. Cet après-midi. Elle m'a salué cet après-midi. Elle souriait si fort. Ma belle-fille. Elle s'est tournée vers moi, le regard suppliant. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'elle est juste fatiguée, qu'elle s'est évanouie. N'est-ce pas? J'étais là, raide comme un piquet de bois. J'ai regardé ma mère, celle qui m'avait élevé seule avec tant de courage. Celle qui, quelques heures plus tôt, était la plus heureuse du monde d'avoir enfin une belle-fille. Mon cœur se déchirait. Maman. Je n'ai pu prononcer que ce mot. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de ma réponse. Elle a repoussé la main du secouriste, a rampé jusqu'au lit et a pris la main déjà froide d'Élise. Ma petite, ma belle-fille, réveille-toi. Pourquoi laisser ton mari? Pourquoi me laisser, moi, ta mère? Pourquoi partir comme ça? Ciel, tu es si cruel. Elle a posé sa tête sur le lit et s'est mise à sangloter. Ses pleurs déchiraient le silence de la nuit. C'était un son si poignant, si désespéré. Hier, tout était si parfait. Comment peut-il y avoir un deuil aujourd'hui? Julien, mon fils. Elle s'est frappé la poitrine, comme pour se punir. C'est de ma faute, tout est de ma faute. À ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi elle disait ça. J'ai simplement pensé que, dans sa douleur immense et son choc, elle se blâmait. Je n'aurais jamais pu imaginer que ces mots, « c'est de ma faute », étaient une confession, cachant une vérité terrible. Je me suis approché, et j'ai posé une main sur son épaule. Mère et fils, nous étions anéantis ensemble, face à une tragédie déjà insupportable. Avant même que les sanglots de ma mère ne s'apaisent, la police est arrivée. Comme la mort d'Élise était soudaine et de cause inconnue, leur présence faisait partie de la procédure. Un inspecteur d'âge mûr et un plus jeune sont entrés dans la chambre. L'atmosphère est immédiatement devenue tendue, suffocante. Le parfum des roses, l'odeur d'alcool de la fête de la veille se sont mêlés à la douleur et à la solennité de la loi. Cette pièce, préparée pour l'amour et le bonheur, était devenue une scène de crime. Le vieil inspecteur m'a regardé. Ses yeux exprimaient de la compassion, mais il devait faire son travail. Monsieur Julien Dubois, l'époux de la victime? J'ai hoché la tête. Le mot victime me semblait si étranger, si froid. C'était ma femme, mon Élise. Pouvez-vous nous raconter le déroulement des faits? Y a-t-il eu une dispute ou une altercation avant l'incident? J'ai secoué la tête. Non, absolument pas. Nous venions de nous marier cet après-midi. Ma voix était rauque. La victime souffrait-elle d'une maladie chronique, une maladie cardiaque, de l'asthme? Non. Ma femme était en parfaite santé. Elle avait parfois un léger rhume, c'est tout. Je répondais comme un automate. J'y croyais sincèrement. Élise ne s'était jamais plainte de sa santé. Ma mère, malgré ses yeux bouffis, a tenté de me défendre. Monsieur l'inspecteur, je suis la mère de Julien. Mes enfants s'aimaient profondément. Notre Élise était une jeune fille douce et gentille. C'est sûrement un malaise soudain, une indigestion foudroyante. Nous sommes sous le choc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Le jeune inspecteur a fait le tour de la pièce, prenant des notes dans un petit carnet. Son regard a balayé les cadeaux de mariage empilés dans un coin, la bouteille de vin entamée sur la table, avant de s'arrêter sur la grande photo de mariage au mur.
celle où Élise et moi sourions de toutes nos dents. Le contraste entre cette photo et le corps froid, étendu sur le lit, était d'une cruauté insoutenable. Conformément à la procédure, a dit le vieil inspecteur, pour déterminer la cause exacte du décès, le corps doit être transporté à l'Institut médico-légal pour une autopsie. Nous vous demandons votre coopération. Non, ai-je crié. C'était mon deuxième hurlement de la nuit. N'emmenez pas ma femme, c'est ma femme. J'ai tenté de me précipiter pour la protéger, pour l'enlacer. Je ne voulais laisser personne l'emmener. Je ne voulais pas qu'il touche à son corps. Ma mère et le jeune inspecteur ont eu du mal à me retenir. Julien, calme-toi. Il faut les laisser faire leur travail. Pour Élise, tu dois te ressaisir, a crié ma mère en pleurant et en me secouant par les épaules. Pour Élise, j'ai ri comme un fou. Elle est morte. Que peut-on faire de plus? Finalement, j'ai cédé. Je n'avais plus de force. Je me suis laissé tomber et je les ai regardés faire. Ils ont pris des photos, des notes et ont placé Élise dans une housse mortuaire à fermeture éclair. Le bruit de la fermeture a résonné dans la pièce. Un son si sec, si cruel. Ce son a divisé mon monde en deux pour toujours. Ils ont emporté ma femme hors de la chambre nuptiale, hors de cet appartement auquel elle n'avait même pas eu le temps de s'habituer. Je voulais les suivre, mais mes pieds semblaient enracinés au sol. La porte de l'ascenseur s'est refermée, emportant avec elle mon amour, mon bonheur et mon avenir. Les sirènes de l'ambulance et de la police se sont éloignées, s'évanouissant dans la nuit. La chambre m'a paru soudainement immense et vide. Ma mère était toujours assise là, pleurant en silence. Je me suis levé et j'ai marché comme un somnambule. Tout était intact. Les roses sur le lit étaient froissées, collées au drap par des traces d'humidité. Était-ce la sueur d'Élise dans son agonie, ou mes larmes? Je ne savais pas. La nuisette en soie blanche d'Élise était jetée sur une chaise, et devant la porte de la salle de bain, ses chaussons étaient soigneusement alignés. Sur le mur, sur la photo de mariage, Élise souriait. Ce sourire était maintenant un poignard dans mon cœur. Le bonheur. J'avais connu le bonheur. Quelques heures plus tôt, il était éblouissant et chaud comme le soleil. Mais un souffle de vent empoisonné du destin l'avait fait voler en éclats, ne laissant rien derrière lui. Rien, sauf moi, ma mère et cette chambre nuptiale, froide comme un tombeau. Ma première nuit de noces s'était achevée avec la mort de ma femme. La porte de l'appartement s'est refermée. On n'entendait plus leurs pas, plus aucun bruit de l'extérieur. Dans la pièce terriblement vide, il ne restait que ma mère et moi. Tous les meubles étaient là, pourtant. Ma mère s'est traînée jusqu'au canapé et s'y est effondrée. Ses larmes s'étaient taries, remplacées par des sanglots rauques et intermittents. J'étais toujours debout, immobile, à l'endroit exact où je les avais regardés emmener Élise. Je ne pouvais ni pleurer, ni m'asseoir. C'était comme si mon corps était scindé en deux. Ma chair était ici, sentant le froid du sol à travers mes pieds. Mais mon âme était déjà partie avec cette housse mortuaire. J'ai regardé notre chambre. Tout était intact. Sur la table, les 2 verres de vin avec lesquels nous avions trinqué, le bord de l'un portant encore la faible trace du rouge à lèvres d'Élise. Les enveloppes rouges que nos amis nous avaient glissées à la fin de la fête n'avaient même pas été ouvertes. Et sur ce lit désormais glacial, les draps de satin rouge foncé étaient froissés, les pétales de rose écrasés. Tout était réel, mais mon esprit refusait de l'accepter. Non, c'est un cauchemar. Le pire cauchemar que j'ai jamais fait. Dans un instant, je vais me réveiller. Élise dormira paisiblement à côté de moi. Elle se retournera, comme d'habitude, et posera son bras sur ma poitrine. Je lui raconterai ce rêve horrible, et elle rira en me traitant d'idiot. J'ai fermé les yeux très fort, puis je les ai rouverts. Rien n'avait changé. Ma mère était toujours là. Élise n'y était plus. Julien. La voix de ma mère, rauque et faible, m'a appelé. Il faut appeler. Tes beaux-parents. Il faut les prévenir. Un autre poignard m'a transpercé. Les parents d'Élise. Mon Dieu, je les avais oubliés. Ils m'avaient confié leur trésor, leur unique fille, croyant que je prendrais bien soin d'elle. Et maintenant, j'ai pris mon téléphone, mais mes mains tremblaient trop pour composer le numéro. Que dire, monsieur, madame, votre fille est morte. Votre fille est morte la nuit de ses noces. À cet instant, n'importe quelle parole était cruelle et atroce. J'ai regardé ma mère et j'ai secoué la tête.
Je ne peux pas leur dire, maman. Ma mère m'a regardé et s'est remise à pleurer. Elle comprenait. Elle s'est levée en titubant et m'a pris le téléphone des mains. D'accord, je vais le faire. Toi, va dans la chambre, repose-toi un peu. Je ne suis pas allé dans la chambre. Je suis resté là, écoutant ma mère composer le numéro. J'ai entendu la voix familière du père d'Élise, une voix endormie. Il a dû penser, comme ma mère un peu plus tôt, que c'était une blague de notre part. Cher beau-frère, c'est Sylvie, la mère de Julien, a commencé ma mère. Il faut que vous soyez fort. Vraiment très fort. Élise. Notre Élise. Ma mère n'a pas pu continuer, elle a éclaté en sanglots. J'ai entendu, de l'autre côté du combiné, le père d'Élise crier, alarmé. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive à Élise? Qu'est-il arrivé à ma fille? Elle est morte. Elle vient de mourir, tout d'un coup, si soudainement. Après un court silence, j'ai entendu, très clairement même à travers le téléphone, un hurlement à vous fendre le cœur. C'était la voix de la mère d'Élise. Puis un bruit de quelque chose qui se brise, des cris, des « chérie », des « ma fille », qui se mêlaient. Ma mère a elle aussi laissé tomber le téléphone. Elle s'est effondrée sur le sol, en pleurs. Mon Dieu! Comment vais-je pouvoir regarder mes beaux-parents en face? Ma petite, ma chérie. C'est à ce moment-là, en entendant le cri de ma belle-mère, en voyant ma propre mère se tordre de douleur sur le sol, que j'ai fini par y croire. C'était vrai. Mon Élise, la femme que j'avais épousée. Elle m'avait vraiment quitté. Elle était vraiment partie. Cette réalité cruelle a finalement percé mes sens anesthésiés. Une douleur déchirante a jailli, non pas de mon cœur, mais des profondeurs de mon âme. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, j'ai seulement senti mes jambes se dérober sous moi. Je suis tombé à genoux, la pièce tournait. Mon bonheur, en une seule nuit, avait été réduit en cendres. Les jours qui ont suivi ont été comme un film au ralenti, flou et silencieux. Je ne me souviens pas bien de ce que j'ai fait. C'est ma mère et nos proches qui se sont occupés de tout. Les parents d'Élise sont arrivés. Quand je les ai vus au funérarium, je n'ai pu que baisser la tête. Je suis désolé. La mère d'Élise n'a pas pleuré. Elle m'a simplement jeté un regard vide, sans âme, avant d'étreindre le corps froid de sa fille. Le père d'Élise, que j'avais toujours connu si calme, a perdu son sang-froid. Il s'est jeté sur moi et m'a attrapé par le col. « Julien, qu'as-tu fait à ma fille? Pourquoi est-elle morte? Dis-le-moi. » Je ne pouvais rien dire. Je l'ai laissé me frapper. Je le méritais. Je n'avais pas su protéger ma femme. Ma mère et d'autres personnes se sont interposées pour le calmer. Calmez-vous, je vous en prie. C'est un accident que personne n'a voulu. Notre Julien souffre le martyre, lui aussi. Les résultats de l'autopsie de l'Institut médico-légal sont arrivés rapidement. Cause du décès: insuffisance cardiaque aiguë. Probablement due à un problème congénital ou à un spasme coronarien soudain. Aucune trace de traumatisme externe ou d'empoisonnement. Légalement, c'était une mort naturelle. L'affaire a été classée mort naturelle. Ces mots semblaient si légers, mais pour moi, c'était une condamnation à mort. Pourquoi n'avais-je pas su que ma femme était malade? Pourquoi, en 3 ans, ne s'était-elle jamais plainte de son cœur? Ou bien étais-je si néglige que je n'avais pas vu les signes? Les funérailles d'Élise ont eu lieu 3 jours plus tard. À la place de sa somptueuse robe de mariée, elle portait des vêtements neufs et reposait paisiblement dans un cercueil froid. Pour la photo du mémorial, nous avons utilisé une photo de notre mariage. Elle souriait, le sourire radieux d'une nouvelle mariée. Ce sourire me déchirait les entrailles. Je portais un brassard de deuil blanc. Machinalement, je saluais les personnes venues présenter leurs condoléances. La fumée âcre de l'encens me piquait les yeux, mais les larmes ne coulaient plus. J'entendais la musique funèbre poignante. J'entendais aussi les gens chuchoter. Pauvre Julien, perdre sa femme juste après le mariage. Cette pauvre Élise, quel destin tragique. Les plus belles partent les premières, dit-on. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Plus que la mère d'Élise. Au moment de la mise en bière, elle était au bord de l'évanouissement. Elle s'est agrippée au cercueil en hurlant « Ma petite, ma belle-fille, pourquoi nous abandonner, ton mari et moi, et partir si tôt ?»
Son chagrin paraissait encore plus intense que le mien. Les gens la regardaient avec pitié, pensant qu'elle devait adorer sa belle-fille. Moi aussi, à l'époque, j'ai simplement pensé que sa mort était un choc terrible pour ma mère, qui la considérait comme sa propre fille. Le jour de l'enterrement, il ne pleuvait pas, mais le ciel était gris. Une poignée de terre a été jetée. Le son sourd de la terre, heurtant le cercueil, a été le son le plus cruel que j'ai jamais entendu. Il enterrait tous mes espoirs, il enterrait mon amour, il enterrait notre promesse de bonheur éternel. Une fois tout le monde parti, il ne restait que ma mère et moi devant la tombe fraîchement creusée. Ma mère a déposé un bouquet de lys blancs en murmurant « Ma chérie, repose en paix. Maman, maman te demande pardon. » Je n'ai pas compris de quoi elle s'excusait. Je ne ressentais qu'une culpabilité sans fin qui me rongeait. Si je ne m'étais pas endormi si profondément cette nuit-là, si je l'avais découverte ne serait-ce que quelques minutes plus tôt, si j'avais connu les gestes de premier secours, des milliers de si tourbillonnaient dans ma tête, m'empêchant de respirer. Les jours qui ont suivi, je les ai vécus dans le remords. Je ne suis pas retourné à l'appartement. Je suis allé chez ma mère, mais je ne pouvais pas dormir. Dès que je fermais les yeux, la scène de cette nuit-là me revenait. Élise se débattant sur le lit, son visage blême, sa main essayant d'agripper la mienne. Sa voix murmurant « Au secours » résonnait à mes oreilles. Je me réveillais en sueur, hanté par ce cauchemar jour et nuit. 2 semaines s'étaient déjà écoulées depuis l'enterrement d'Élise. Durant ces 2 semaines, j'ai vécu comme un zombie dans le vieil appartement de ma mère. Je n'avais ni le courage ni l'envie de retourner dans cet appartement du 15e étage. Ce nid que j'avais bâti, avec tant d'amour, était devenu un lieu de souvenirs horribles, le témoin de la tragédie de ma vie. Mais je ne pouvais pas l'éviter éternellement. J'avais besoin de vêtements de rechange et de documents importants pour l'entreprise, où j'étais en congé maladie. En me voyant me lever, ma mère a dit précipitamment « Tu as besoin de quelque chose? Laisse-moi y aller pour toi. Toi, reste ici et repose-toi. Tu as l'air si mal. » J'ai regardé ma mère. En à peine 15 jours, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux blancs étaient plus nombreux, ses yeux toujours cernés et bouffis. Je savais qu'elle souffrait autant que moi. « Non, maman, j'irai moi-même », ai-je dit à voix basse. « Je ne peux pas fuir toute ma vie, il faut bien y retourner. » J'ai pris un taxi. Pendant tout le trajet, mon cœur était lourd. En apercevant l'immeuble familier, il s'est mis à battre la chamade. J'ai pris l'ascenseur et appuyé sur le bouton du 15e étage. Le son silencieux de la montée me semblait un cri strident. Je me suis retrouvé devant la porte de l'appartement 1005, 108. La main qui tenait la clé tremblait. J'ai essayé de me calmer en respirant profondément. En vain. Le déclic sec de la serrure m'a paru étranger. En ouvrant la porte, un air froid et stagnant m'a frappé au visage. L'odeur de l'encens des funérailles, mêlée à celle de la poussière, semblait encore flotter dans la maison sans chaleur humaine. Tout était comme cette nuit terrible, à l'exception de ce qui était lié à la tragédie. La photo de mariage au mur a été la première chose que j'ai vue. Élise, la tête appuyée sur mon épaule, souriait radieusement. Ce sourire, qui avait été mon plus grand bonheur il y a 2 semaines, était maintenant comme une aiguille qui me transperçait le cœur. J'ai détourné le regard à la hâte, j'ai traversé le salon. Le service à thé offert par mes beaux-parents était toujours impeccablement rangé sur la table. Je me suis souvenu de la voix excitée d'Élise se vantant. C'est mes parents qui l'ont choisi avec un soin infini. Regarde ce motif, c'est si délicat. Je suis allé dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Sur l'étagère, nos 2 mugs assortis, achetés lors d'une escapade, étaient côte à côte. Le bleu ciel pour moi, le rose pour elle. Bleu ciel pour toi, rose pour moi. On forme une belle paire, non? J'ai tendu la main machinalement vers la tasse rose. Elle était glaciale, comme la main de ma femme, cette nuit-là. Je n'ai pas bu d'eau. Je suis entré dans la salle de bain. Sur le porte-serviette, la serviette jaune d'Élise, brodée d'un petit lapin, était toujours là. À côté, sa brosse à dents citron dans un verre. Je me suis souvenu des matins où nous nous bousculions devant le miroir. Elle se lavant le visage, moi me rasant, nous éclaboussant parfois pour jouer. Ce quotidien simple et banal était devenu un luxe que je ne pourrais plus jamais me permettre. Enfin, l'endroit que je redoutais le plus, la chambre. J'ai poussé la porte avec précaution. La pièce avait été rangée.
C'était sûrement l'œuvre de ma mère. La parure de lit rouge foncé de la nuit de noces avait disparu. Les pétales de rose, les ballons, tout avait été enlevé. Le lit était maintenant couvert d'un drap gris et sobre, mais même si ma mère avait tenté d'effacer les traces, l'air de la tragédie imprégnait encore les lieux. C'est ici qu'Élise m'avait quitté. Dans ce lit, j'ai ouvert l'armoire. D'un côté, mes vêtements, de l'autre, ceux de ma femme. J'ai sorti quelques-unes de mes chemises et pantalons à la va-vite. Mais mon regard ne quittait pas les vêtements d'Élise. La tenue de bureau qu'elle portait tous les jours, la robe à fleurs qu'elle aimait mettre pour nos rendez-vous du week-end, et même le vieux t-shirt qu'elle portait souvent à la maison. Comme hypnotisé, j'ai sorti ce t-shirt usé. Je l'ai porté à mon nez. Son parfum, bien qu'estompé, était encore là. Une odeur de soleil, d'adoucissant, et cette odeur de peau qui n'appartenait qu'à elle. Je n'ai plus pu me retenir. Le mur de sentiments anesthésiés que j'avais péniblement érigé ces 2 dernières semaines s'est effondré. Je me suis assis par terre. Serrant ses vêtements contre ma poitrine, j'ai enfoui mon visage dedans. Les larmes que j'avais retenues pendant les funérailles, celles que j'avais ravalées devant mes beaux-parents, ont finalement jailli. J'ai pleuré en silence. J'ai pleuré pour ma femme, au destin si funeste. J'ai pleuré pour mon mariage qui n'avait duré que quelques heures. J'ai pleuré pour moi-même. J'ai pleuré pour toutes nos promesses et notre avenir qui n'avaient même pas eu le temps de commencer. Élise, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé seule? Chaque brique, chaque objet dans cette maison porte ton empreinte. Comment pourrais-je continuer à vivre ici? Comment pourrais-je dormir dans le lit où ma femme est morte? Comment ne pas souffrir chaque matin en voyant ma brosse à dents à côté de la tienne? Non, je ne peux pas. Cette maison n'est plus un foyer. C'est une tombe qui m'enterrera vivant, qui enterrera tous mes souvenirs heureux. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis par terre, à pleurer en tenant ces vêtements. Ce n'est que lorsque mes jambes se sont engourdies et que mes larmes se sont taries que je me suis relevé en titubant. J'ai de nouveau balayé la chambre du regard. Je ne pouvais plus y rester une seconde de plus. J'ai rapidement pris quelques vêtements, mon ordinateur portable et une pile de dossiers professionnels, et j'ai tout fourré dans un sac à dos. Je n'ai même pas osé sortir une valise, de peur de revoir les affaires de ma femme en ouvrant l'armoire. J'ai quitté la chambre sans me retourner. En passant dans le salon, j'ai jeté un regard à notre photo de mariage, comme j'avais été heureux. Maintenant, ce bonheur me semblait une blague cruelle du destin. J'ai claqué la porte de l'appartement 1508. J'ai sorti la clé et j'ai donné un double tour. Le bruit de la serrure a résonné avec une finalité absolue. J'ai appuyé mon front contre la porte en métal froid. « Élise, pardonne-moi » ai-je murmuré. « Je dois partir. Je ne peux plus rester ici. » J'ai tourné le dos, me suis dirigé vers l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de descente. Je savais que je ne reviendrais jamais. Je suis retourné chez ma mère. Elle était sur le balcon, en train de s'occuper de ses plantes. En me voyant revenir avec mon sac à dos, elle m'a regardé avec des yeux pleins de pitié. Elle craignait sans doute que je ne parte ailleurs. J'ai posé mon sac sur le vieux carrelage. « Maman » ai-je dit. Ma voix était rauque après avoir tant pleuré. « Te voilà de retour. Tu as mangé quelque chose? Je vais te préparer à dîner. » J'ai pris une décision, l'ai-je interrompue. Je vais vendre cet appartement. Sa main s'est figée. Et quelques feuilles d'épinards qu'elle triait sont tombées par terre. Elle a levé la tête vers moi. Surprise. Quoi? Tu dis que tu vas vendre la maison? Oui, je vais la vendre, ai-je répété en détachant chaque syllabe. Mais Julien, y as-tu bien réfléchi? A-t-elle balbutié. C'est votre maison. Le nid que vous avez mis des années à acquérir. Vous y avez mis tant d'efforts? Ce n'est plus un nid, maman. Ma voix était froide, sans émotion. Depuis cette nuit-là, ce n'est plus une maison. Je ne peux pas vivre là où Élise n'est plus. J'étouffe là-bas, tu comprends? Chaque parcelle de terrain, chaque objet me rappelle Élise. C'est une torture. Si je reste là-bas, je vais finir par la suivre. Ma mère m'a regardé fixement. Une lueur de peur est apparue dans ses yeux. Elle a dû craindre que je ne fasse une bêtise. Elle s'est levée précipitamment, laissant tomber son panier de légumes, et a couru vers moi pour me prendre les mains. Ses mains étaient maigres et tremblantes. « Non, ne dis pas de choses pareilles.
Sa voix tremblait aussi. Si tu venais à disparaître, comment vivrais-je? Elle a plongé son regard dans le mien, et la peur sur son visage s'est transformée en une tristesse infinie. Elle a lentement hoché la tête. D'accord, je comprends. Tu as trop souffert. Maman comprend. Elle est restée silencieuse un instant, comme si elle réfléchissait, puis a dit d'un ton résolu, « Vends-la. Si c'est ta décision, alors vends-la. Vends-la et allège le poids sur ton cœur. Les biens matériels vont et viennent, mais la vie est ce qu'il y a de plus important. Ne t'inquiète pas. » Elle a lâché mes mains. « Laisse maman s'en occuper. Je connais des gens dans l'immobilier, je vais les appeler et leur demander de s'en occuper le plus vite possible. Toi, ne te soucie de rien. Reste juste avec maman. » J'ai hoché la tête sans un mot. Un lourd sentiment de culpabilité m'oppressait. J'avais l'impression d'être un déserteur, abandonnant les souvenirs et la maison que j'avais construite avec Élise. Mais en même temps, j'ai senti un coin de mon cœur s'alléger. Je devais fuir ce passé. Ce n'est qu'en le coupant que je pourrais, non pas vivre, mais au moins respirer. Dès le lendemain, ma mère a fait venir un agent immobilier. Assis là, j'ai signé plusieurs procurations. Je ne leur ai dit qu'une seule chose: vendez-le au plus vite. Le prix n'a pas d'importance. Je veux juste en finir. L'agent m'a regardé avec compassion. Il a dû deviner la situation. Ils ont hoché la tête. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous ferons de notre mieux. Comme je le souhaitais, et comme l'agent l'avait promis, tout s'est déroulé à une vitesse incroyable. 3 jours à peine après avoir signé les documents, ma mère m'a apporté la nouvelle. Julien, l'agence a appelé. Elle a parlé avec précaution. Quelqu'un est intéressé par l'appartement. Ils n'offrent pas un prix très élevé, mais ils paieront en une seule fois. Et ils veulent que la maison soit vide dans 3 jours. 3 jours. C'était si rapide. Avant même que j'aie eu le temps de me préparer. D'un côté, j'étais soulagé. Je pourrais bientôt me délester de ce lourd fardeau. Mais de l'autre, j'étais désemparé. Le dernier lien qui me rattachait à Élise allait être définitivement rompu. C'est une bonne nouvelle, ai-je dit, la voix neutre. Mon fils, a hésité ma mère. Pour les affaires dans la maison, on peut appeler des déménageurs ou alors maman et tes tantes. Non, l'ai-je coupé. Je le ferai. Je ne veux que personne ne touche aux affaires d'Élise. C'est la dernière fois. Je veux les trier de mes propres mains et tout remettre en ordre. Ce qui est utilisable, je contacterai une association caritative pour qu'ils le récupèrent. Les objets de souvenir, je les prendrai avec moi. Ma mère m'a regardé avec des yeux pitoyables. Sans un mot, elle a simplement hoché la tête. Le lendemain matin, je suis retourné à l'appartement 1508. Cette fois, ce n'était pas pour fuir. C'était pour affronter une dernière fois. J'avais apporté du ruban adhésif, un marqueur et de nombreuses boîtes vides. L'air dans la maison était toujours aussi froid et lourd. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour faire circuler l'air, espérant chasser un peu de cette atmosphère tragique. J'ai commencé par la cuisine. La vaisselle, les assiettes, les couverts que nous avions choisis avec tant de soin, je les ai emballés un par un dans du vieux papier journal. Mes mains bougeaient vite, avec une précision mécanique. Je ne me laissais pas le temps de penser ou de me remémorer. Je savais que si je m'arrêtais ne serait-ce qu'une seconde, je m'effondrerais. Ensuite, le salon, le canapé, la table, le meuble télé. J'ai appelé une association qui récupère les meubles d'occasion, et ils ont dit qu'ils passeraient dans l'après-midi. Finalement, je me suis tenu devant la photo de mariage. Je l'ai regardée longuement. Le sourire d'Élise était toujours aussi éblouissant. J'ai décroché la photo avec précaution, je l'ai enveloppée avec soin dans un tissu doux, et je l'ai mise dans une boîte à part. « Toi, je t'emmène avec moi à la maison, » ai-je murmuré. Et la dernière pièce, la chambre, mon cœur s'est serré. Je m'y étais préparé, mais en entrant, j'ai eu le souffle coupé. J'ai ouvert grand les portes de l'armoire. Mes vêtements, je les ai jetés pêle-mêle dans une boîte. Et puis, les vêtements de ma femme. Je me suis arrêté. Je me suis assis par terre. J'ai plié avec soin chacune de ses robes, ses chemises, ses pyjamas, avec une délicatesse et une méticulosité extrême, comme si j'avais peur de lui faire mal. Son parfum était encore là. Je pensais ne plus jamais pleurer. Mais en prenant dans mes mains le pull moutarde qu'elle aimait tant, les larmes ont recommencé à couler. C'est moi qui le lui avais ramené d'un déplacement professionnel. Comme elle avait été heureuse.
Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. La lumière du soir filtrait déjà à travers la fenêtre. Je devais me dépêcher. Les gens de l'association allaient bientôt arriver. J'ai vidé l'armoire et la coiffeuse, les cosmétiques, les barrettes, les bijoux fantaisie auxquels elle tenait. J'ai tout mis dans des boîtes séparées. Il ne restait plus que le lit. Le lit de noces où la tragédie s'était produite. J'avais dit à l'association que je leur donnais aussi ce lit. Ils m'avaient dit qu'il serait plus facile à transporter s'il était démonté, ou au moins si le matelas et le sommier étaient séparés. J'ai enlevé le drap gris. En dessous, il y avait le lourd matelas à ressort. Il était lourd. J'ai rassemblé toutes mes forces pour le basculer et l'appuyer contre le mur. Alors que je l'avais soulevé à mi-chemin du cadre de lit en bois, un petit objet est tombé avec un bruit sec de l'interstice entre le matelas et la tête de lit. J'ai sursauté. J'ai reposé le matelas à la hâte, ce qui a soulevé un nuage de poussière. Je me suis agenouillé pour regarder sous le lit, mais il n'y avait rien. Avais-je mal entendu? Non, j'en étais sûr. Je me suis penché, éclairant avec la lampe de poche de mon téléphone. Rien. J'ai froncé les sourcils. Peut-être que c'est tombé de dessus, pas de dessous. En grognant, j'ai de nouveau soulevé le coin du matelas. Cette fois, j'ai regardé plus attentivement. Le matelas était parfaitement ajusté au cadre en bois. L'objet n'avait pas dû tomber à l'extérieur, mais à l'intérieur du cadre, ou peut-être sur les lattes du sommier. J'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai soulevé le lourd matelas, et je l'ai complètement basculé sur le côté, contre le mur. Et c'est là que je l'ai vu. Il était posé sur les lattes, dans le coin le plus reculé, du côté de la tête de lit. C'était une petite boîte, une vieille boîte en bois laqué, ornée d'un simple motif floral. Elle n'était pas grande, de la taille d'une main. Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce que c'est? Cet appartement est neuf, ce lit aussi. Élise et moi l'avions monté nous-mêmes. Il n'y avait certainement pas de boîte comme celle-ci. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Ce n'est pas à moi. Donc, c'est à Élise. Quelque chose qu'elle avait caché ici, sous le matelas où nous dormions chaque nuit. Pourquoi? Je me suis agenouillé lentement à côté du lit. Mes mains tremblaient. Je ne sentais plus ni fatigue ni tristesse. À la place, une curiosité glaçante et un pressentiment froid m'ont envahi. J'ai tendu la main et j'ai pris la petite boîte. Elle n'était pas lourde et n'était pas fermée à clé. Je me suis assis par terre, à côté du sommier nu. Dans la lumière oblique du soleil, des grains de poussière du matelas flottaient dans l'air. Dans la pièce vide, on n'entendait que ma propre respiration. J'ai tourné la boîte en bois dans mes mains. Elle était vieille, mais semblait avoir été précieusement conservée. Les coins étaient usés par de fréquentes manipulations. J'avais vécu avec cette boîte, dormi juste au-dessus d'elle pendant nos quelques semaines de mariage, sans rien savoir. Élise l'avait cachée là. Mais pourquoi? Pourquoi dans un endroit si sûr, et pourtant si proche? Une partie de moi ne voulait pas l'ouvrir. J'avais l'impression de violer le dernier secret de ma femme, son jardin privé qu'elle n'avait pas voulu partager avec moi de son vivant. Mais je devais savoir, je devais absolument savoir. Peut-être que c'est un message qu'elle m'a laissé. J'ai posé mon doigt sur le petit fermoir en laiton et je l'ai fait glisser. Le couvercle de la boîte s'est ouvert facilement, avec un petit déclic. Il n'y avait ni bijoux de valeur, ni argent à l'intérieur. La première chose qui a attiré mon regard, c'était quelques photos. Des photos jaunies, décolorées par le temps. Je les ai prises. La première photo était celle d'Élise. Elle semblait plus maigre et plus pâle qu'avant que je la rencontre. Elle était assise sur un banc dans un parc et souriait, mais son sourire semblait fatigué. La deuxième photo était aussi d'elle, mais cette fois, elle ne souriait pas. Elle se tenait devant ce qui semblait être l'entrée d'un hôpital. Et la troisième photo, j'ai retenu mon souffle. C'était Élise et ma mère. Sylvie. Elles étaient assises dans un petit café en terrasse. Ma mère tenait la main d'Élise et semblait lui parler avec insistance, le visage grave. Élise avait la tête baissée. Son visage était dans l'ombre et on ne le voyait pas bien. Mon esprit a commencé à s'embrouiller. Pourquoi? Élise aurait-elle caché une photo d'elle avec ma mère? Elle s'entendait si bien. Ma mère avait toujours adoré Élise, la considérant comme sa propre fille. J'ai mis les photos de côté. En dessous, il y avait une liasse de lettres, 5 ou 6 lettres, soigneusement attachées avec un fil de soie rouge.
le genre de ruban qu'on utilise pour les paquets cadeaux. D'une main tremblante, je l'ai dénoué. Les lettres n'étaient pas dans des enveloppes, mais étaient des feuilles de cahier d'écolier, pliées en 4. J'ai déplié la première, cette écriture. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était l'écriture de ma mère. Ma chérie, ai-je commencé à lire. Plus je lisais, plus mes mains tremblaient. J'ai dû me mordre les lèvres pour ne pas crier. Julien ne doit absolument pas savoir pour ça, tu comprends? S'il l'apprenait, il s'effondrerait. Le mariage pourrait être annulé. Je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça. Mais une mère veut seulement voir son fils heureux. En le voyant si joyeux pendant les préparatifs, je n'ai pas eu le cœur de parler. Toi aussi, tu l'aimes, alors tu comprends ce que je ressens, n'est-ce pas? Alors ne t'inquiète pas. La médecine a tellement progressé. Pour l'instant, gardons le secret et commençons le traitement. Une fois le mariage passé et que tout sera plus calme, j'irai avec toi voir les meilleurs médecins de France, trouver les meilleurs médicaments. Tout ira bien, ma chérie. Je ne pouvais plus lire. Les lettres dansaient devant mes yeux. Me cacher? Cacher? Quoi? Pourquoi fallait-il le cacher? Mes mains sont devenues glaciales. J'ai ouvert les autres lettres à la hâte. Toutes étaient de l'écriture de ma mère, et toutes visaient à réconforter et encourager Élise. Mais entre les lignes, il y avait toujours cette demande de garder le secret, de ne jamais me le dire. Quel secret? J'ai jeté la liasse de lettres par terre. En dessous, au fond de la boîte, il y avait une épaisse liasse de papier plié en 4. Ce n'était pas du papier à lettres, mais du papier blanc et rigide, celui qu'on utilise pour imprimer des documents. Mon cœur martelait ma poitrine. Un pressentiment sinistre. J'ai déplié lentement le papier. Les lettres grasses imprimées en haut de la page m'ont sauté aux yeux. Hôpital européen Georges Pompidou, service de cardiologie. Compte-rendu d'examen et de diagnostic approfondi. Nom du patient, Elise Martin. Date de naissance. Adresse. Je ne pouvais plus respirer. Mon regard est descendu jusqu'à la section des conclusions du médecin. Il y avait une liste de termes médicaux que je ne comprenais pas. Mais la dernière phrase, que le médecin avait entourée au stylo rouge, était parfaitement lisible. Conclusion. Cardiomyopathie rare, pronostic complexe et imprévisible. La patiente présente un risque élevé de complications arythmiques graves, pouvant mener à tout moment à une insuffisance cardiaque aiguë et à une mort subite. Un suivi rigoureux est nécessaire, ainsi que l'évitement de toute forte émotion ou activité physique intense. J'ai regardé la date sur le rapport, 15 février 2025. Près de 6 mois avant la date de notre mariage. 15 février 2025. J'ai murmuré cette date. Notre mariage était fin août, donc plus de 6 mois avant. Le rapport dans ma main m'a semblé peser 1 tonne. Je ne pouvais plus tenir debout. Je me suis agrippé au cadre de lit et je me suis effondré sur le sol froid. La pièce vide semblait tourner autour de moi. En février. Que faisions-nous en février? J'ai fouillé désespérément ma mémoire embrumée par la douleur. Février. Oui, c'est à ce moment-là que nous venions de verser l'acompte pour la salle de réception. C'était aussi le moment où nous étions excités à l'idée d'aller faire nos photos de mariage. Je m'en souviens très bien. Il faisait beau ce jour-là, mais Élise avait l'air particulièrement fatiguée. Elle souriait, mais ce n'était pas son sourire habituel, plein de vie. Je l'avais taquinée. Si tu es déjà fatigué pour les photos, qu'est-ce que ce sera le jour du mariage? Elle m'avait légèrement pincé le bras en disant « Je suis juste un peu fatigué. C'est sûrement le stress. » Le stress. J'avais cru que c'était le stress normal d'une future mariée. J'avais cru ce mensonge, avec une telle négligence, une telle insouciance. Pendant ce temps, elle tenait déjà cette condamnation à mort dans ses mains. Elle savait qu'elle était atteinte d'une maladie terrible qui pouvait lui ôter la vie à tout moment. Et pourtant, elle a souri, elle a choisi sa robe de mariée avec moi, nous avons choisi nos alliances, et elle a promis de m'aimer pour toujours. Cardiomyopathie rare, risque élevé, insuffisance cardiaque aiguë, mort subite. Chaque mot du diagnostic du médecin était comme des milliers d'aiguilles qui me transperçaient le cerveau. J'ai repensé à cette nuit de noces fatidique. Les gémissements de douleur d'Élise, son visage blême, ses mains griffant sa poitrine. Elle avait murmuré
J'ai mal à la poitrine. Je n'arrive pas à respirer. C'était ça. Ce n'était ni un rhume, ni une indigestion, ni un accident malheureux. C'était la maladie. Une maladie qu'elle connaissait déjà. Ma tristesse pour la perte de ma femme a soudainement changé de nature. Ce n'était plus un deuil pur. C'était un deuil mêlé à une confusion extrême. Pourquoi? Élise, pourquoi m'as-tu caché ça? Tu ne me faisais pas confiance? Pour qui me prenais-tu? Pensais-tu que je t'abandonnerais si je savais que tu étais malade? Élise, tu es si stupide. Si j'avais su, nous n'aurions pas fait ce mariage. J'aurais vendu cet appartement sur le champ, j'aurais vendu tout ce que j'avais pour t'emmener n'importe où dans le monde et te faire soigner. Notre bonheur, ce n'était pas un acte de mariage ou une fête bruyante. Notre bonheur, c'était que tu sois en vie, que tu sois en bonne santé. Pourquoi as-tu choisi de me mentir? Pourquoi as-tu supporté tout ça toute seule, portant ce terrible secret, pour t'effondrer ainsi, la nuit la plus heureuse de notre vie? Tu as été si cruelle avec moi, Élise. Mais c'est alors qu'une autre pensée, une pensée qui me glaça le sang, m'a traversé l'esprit. Élise, si douce, si amoureuse de moi, aurait-elle vraiment eu le courage de monter seule une mise en scène aussi élaborée? Mon regard s'est tourné inconsciemment vers la boîte en bois, les lettres, et la photo d'Élise avec ma mère. Mes mains se sont mises à trembler. Les larmes ne coulaient plus. Elles s'étaient taries, et à leur place, une sensation de froid glacial se propageait depuis le fond de mon être. J'ai repris la liasse de lettres, l'écriture de ma mère. Cette écriture que je connaissais si bien depuis que j'avais appris à lire. J'ai déplié de nouveau la première lettre. Cette fois, je l'ai lue en pesant chaque mot, chaque phrase. Ma chérie, je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça. Mais une mère veut seulement voir son fils heureux. En le voyant si joyeux pendant les préparatifs, je n'ai pas eu le cœur. Ces mots, autrefois doux et affectueux, se présentaient maintenant comme des preuves accablantes. Je n'ai pas eu le cœur de dire la vérité, mais eu le cœur de laisser son fils épouser une femme qui pouvait mourir à tout moment. Pas eu le cœur de me rendre triste, mais eu le cœur de pousser Élise vers la mort. La deuxième lettre. Ne t'inquiète pas, la médecine a tellement progressé. Pour l'instant, gardons le secret et commençons le traitement. Une fois le mariage passé et que tout sera plus calme, j'irai avec toi voir les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas trop au point de nuire à ta santé. Contente-toi d'être une mariée heureuse. Si tu annules le mariage, Julien ne le supportera pas. Le secret, c'était ma mère. Ma propre mère qui avait tout orchestré. Elle n'était pas seulement au courant. Elle était l'instigatrice. J'ai repris la photo où elles étaient ensemble. Ce café en terrasse. Je le reconnais maintenant. Il est près de l'hôpital Georges Pompidou. Cette photo a probablement été prise juste après qu'Élise ait reçu son diagnostic. Son visage était caché, la tête baissée, et ma mère lui tenait fermement la main. Ce geste, avant, j'y aurais vu du réconfort. Mais maintenant, je le vois clairement. C'était un geste de persuasion, de pression. Ma mère utilisait mon amour pour piéger Élise, pour la forcer au silence. Tout a explosé dans ma tête. Les pièces éparpillées du puzzle se sont assemblées en un instant, formant une image complète, une image terrible. Je me suis souvenu des funérailles d'Élise. Ma mère a pleuré, plus que la mère d'Élise. Elle s'est débattue, a hurlé, s'est frappé la poitrine en répétant sans cesse « C'est de ma faute. Mon Dieu, tout est de ma faute. Ma chérie, maman te demande pardon. » À l'époque, moi et tous les autres pensions qu'elle était submergée par le chagrin d'avoir perdu une belle-fille qu'elle aimait. Je pensais que ma mère était la meilleure belle-mère du monde. Non, ce n'étaient pas des larmes de chagrin, c'étaient des larmes de culpabilité. Ma mère ne pleurait pas parce qu'Élise était morte, elle pleurait parce que son plan avait échoué. Elle pleurait parce que le miracle qu'elle espérait ne s'était pas produit. Ma mère avait parié la vie d'Élise sur ce mariage, et elle avait perdu. La mort de ma femme n'était pas une tragédie du destin. C'était le résultat d'une dissimulation délibérée et d'une tromperie cruelle. J'ai eu si pitié d'Élise. Une pitié à m'en fendre le cœur. Elle avait dû endurer seule la peur de la maladie, et elle était prise au milieu. D'un côté, son amour pour moi et la peur de me blesser. De l'autre, la pression de ma mère, une personne qu'elle respectait.
Elle a choisi le silence, et le prix a été sa propre vie. Et ma mère. Une rage et un sentiment de trahison à vous glacer les os ont explosé en moi, dévorant toute la tristesse et le remords qui m'avaient accablé. Je me suis relevé d'un bond. Je n'ai plus rien rangé. Laissant les boîtes empilées et les affaires en désordre, j'ai rapidement rassemblé le diagnostic, la liasse de lettres et les photos. J'ai tout fourré dans le sac à dos que j'avais prévu pour mes vêtements. Je ne pouvais plus rester ici une seconde de plus. Je devais rentrer à la maison. Je devais affronter ma mère. Je devais entendre la vérité de sa propre bouche. Je suis sorti en courant de l'appartement. C'était presque une course. J'ai claqué la porte de l'appartement 1508. Cette fois, je ne ressentais plus ni regret ni tristesse. Seulement une rage froide comme la glace. Je devais trouver des réponses. Je n'ai pas pris de taxi. En quittant le 1508, j'ai couru droit devant moi. Je n'ai pas attendu l'ascenseur. J'ai dévalé les escaliers de secours depuis le 15e étage. Ma poitrine me brûlait, non pas de fatigue, mais d'une rage si violente qu'elle semblait consumer toutes mes autres sensations. J'ai fui cet immeuble luxueux que j'avais cru être le paradis de mon bonheur. Ce n'était maintenant rien de plus qu'une prison de mensonges. J'ai marché dans les rues comme un fou. Je ne me souviens pas bien comment je suis arrivé chez ma mère. Je crois que j'ai pris un bus, puis j'ai marché longtemps. Dans ma tête, les mots des lettres de ma mère tournaient en boucle. Une mère veut seulement voir son fils heureux. Heureux? Un bonheur construit sur un mensonge, un pari sur la vie de ma femme? La douleur de la perte d'Élise, la culpabilité qui m'avait écrasé pendant près d'un mois, a soudainement pris une forme concrète. Ce n'était plus le destin cruel ou un coup du sort. C'était une dissimulation planifiée, un complot. Et l'instigatrice, la complice la plus cruelle, n'était autre que Sylvie Dubois. Ma propre mère, la personne que j'aimais, respectais et en qui j'avais le plus confiance au monde. Il faisait déjà nuit quand je suis arrivé devant le vieil immeuble. La faible lumière jaune des lampadaires de la ruelle filtrait dans la cage d'escalier. Je n'avais plus la force de courir. J'ai monté les marches en ciment usé, une par une, d'un pas lourd. Le son de mes pas résonnait dans l'espace vétuste. Un son si triste, si poignant. Je n'ai pas sorti mes clés. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai frappé de toutes mes forces sur la vieille porte en bois à la peinture écaillée. Bang, bang, bang. Ma mère, à l'intérieur, a dû être surprise. J'ai entendu le bruit de ses pantoufles se précipiter, puis sa voix. « Qui est là? Pourquoi frapper à la porte comme ça ?» La porte s'est entr'ouverte, et en me voyant, ma mère s'est figée. Son visage a changé de couleur en un instant. Mon apparence devait être assez terrible. Les cheveux en désordre, les vêtements couverts de poussière après avoir vidé l'appartement. Mais le plus effrayant devait être mon regard. Des yeux injectés de sang, non pas de larmes, mais de fureur. « Qu'est-ce qui t'arrive, Julien? Pourquoi à cette heure-ci? Tu me fais peur. » Je n'ai pas répondu. Je suis entré directement, la bousculant presque au passage. Dans la cuisine, l'odeur du plat que ma mère préparait m'a piqué les narines. Je crois que c'était une blanquette de veau, mon plat préféré. Mais aujourd'hui, cette odeur familière et réconfortante me donnait la nausée. J'ai jeté mon sac à dos sur la vieille table en bois. Le bruit de la fermeture éclair, s'ouvrant a déchiré la fausse quiétude de cette maison. « Julien, s'il y a un problème, il faut parler. Qu'est-ce que tu as ?» Ma mère a fermé la porte à la hâte et m'a suivi. Sa voix commençait à trembler. Elle a dû sentir que quelque chose de grave s'était produit. Je n'ai toujours rien dit. J'ai sorti du sac le diagnostic, les lettres manuscrites et les photos jaunies. Et j'ai tout jeté sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix, sortie de ma gorge, était rauque et sèche. Ce n'était plus ma voix. Ma mère s'est approchée de la table. La lumière blanche du néon de la cuisine tombait sur elle. Elle a vu le papier sur le dessus, avec les lettres grasses de l'hôpital européen Georges Pompidou. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vu distinctement. Le sang a complètement quitté son visage. Sa peau est devenue d'une blancheur cireuse. Ses lèvres tremblaient comme pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Elle a tendu la main comme pour s'agripper à la table, mais a saisi le vide. « Maman, non. Où as-tu trouvé ça ?» a-t-elle finalement réussi à demander, la voix complètement brisée. « Oh !» J'ai ri. Un rire tordu, froid, plus effrayant que des pleurs.
Sous le matelas, sur notre lit de noces, le lit même où Élise est morte. Allez-vous encore nier? J'ai saisi la liasse de lettres et je l'ai frappée violemment sur la table. Les feuilles se sont éparpillées. Et ça? C'est l'écriture de qui? Répondez, maman. Pour l'instant, gardons le secret. Une mère veut seulement voir son fils heureux. C'est ça, mon bonheur. Que ma femme meure la nuit de mes noces, c'est ça mon bonheur. Finalement, j'ai hurlé. Le cri que je retenais depuis l'appartement. Un cri chargé de toute ma tristesse, ma rage et ma trahison à vous glacer le sang. Pourquoi? Je vous demande pourquoi vous avez fait ça. Je me suis jeté sur elle, j'ai attrapé ses épaules maigres et je l'ai secouée violemment. C'était Élise, ma femme. Vous saviez qu'elle avait une maladie cardiaque, qu'elle pouvait mourir à tout moment, vous saviez tout. Comment avez-vous pu faire une chose aussi cruelle? Ma mère ne pouvait plus tenir debout. Ses jambes ont fléchi et elle s'est effondrée, mais je ne l'ai pas lâchée. Je l'ai relevée pour la forcer à me regarder. Répondez. Vous saviez combien j'aimais Élise. Vous saviez ce que je ferais si j'apprenais la vérité. J'aurais annulé le mariage. J'aurais vendu la maison pour la faire soigner. J'aurais tout fait. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous lui avez fermé la bouche. Vous avez utilisé moi, mon amour, pour la faire chanter. C'est vous qui l'avez poussée à la mort, vous comprenez? Des larmes brûlantes coulaient de mes yeux. Pas de tristesse, mais de rage. Je me suis blâmé, vous savez, maman? Pendant un mois, j'ai rêvé d'Élise toutes les nuits. Je me suis dit que c'était de ma faute. Si je m'étais réveillé plus tôt, si j'avais connu les gestes de premier secours, je pensais que j'étais un mari horrible qui n'avait pas su protéger sa femme. Mais en fait, j'ai grogné. Ce n'est pas le destin qui a tué Élise, c'était vous. C'est votre égoïsme qui l'a tuée. Julien, maman, maman. Elle n'arrivait pas à former une phrase complète. Elle s'est mise à pleurer, pas les sanglots poignants des funérailles. C'étaient des pleurs de peur, de culpabilité révélée. Ne prononcez pas mon nom. Je l'ai repoussée. Elle est tombée sur le vieux carrelage. Regardez-moi. Regardez-moi, je vous dis. C'est ça, le bonheur que vous vouliez. Votre fils qui a perdu sa femme le jour de son mariage. Votre belle-fille morte injustement la nuit de ses noces. Vous êtes contente, satisfaite? J'ai reculé de quelques pas, et j'ai regardé la femme prostrée sur le sol, celle que j'avais aimée et respectée plus que ma propre vie. À mes yeux, elle n'était plus qu'une étrangère, une manipulatrice horrible. Vous saviez tout. Ma voix s'est calmée, devenant glaciale. Vous avez regardé votre fils heureux à son mariage. Vous avez vu votre belle-fille monter dans la voiture des mariés, tout en sachant pertinemment qu'elle pouvait mourir à tout moment. Maman, êtes-vous seulement humaine? Ces mots ont semblé la briser complètement. Elle a levé vers moi un visage déformé par les larmes, un regard désespéré. Maman, maman te demande pardon. Maman, maman voulait juste. Je l'ai regardée, tremblante, prostrée sur le sol. Ma question, êtes-vous seulement humaine? Avait été le coup de grâce qui avait percé sa dernière défense. Elle me regardait avec des yeux bouffis et terrorisés. Julien, maman. Et maman voulait juste ton bonheur. A-t-elle fini par lâcher? La raison même que j'avais lue dans ses lettres. Le bonheur, ai-je répété en serrant les dents, la voix brisée. Vous appelez ça le bonheur? Regardez. Votre fils est là, bien vivant. Ma femme est sous terre. C'est ça, le bonheur que vous vouliez? Non, je ne voulais pas ça. A-t-elle hurlé? Un cri de désespoir à vous fendre l'âme. Elle a rampé sur le sol pour essayer d'attraper mes jambes, mais j'ai reculé, évitant son contact comme si c'était quelque chose de sale. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Maman a eu tort, mon fils. Maman a eu tort 1000 fois. Où avez-vous eu tort? Dites-le-moi. Dites-moi exactement où vous avez eu tort. Je l'ai acculé. Je ne voulais pas d'excuses faciles. Je voulais entendre toute la vérité, aussi cruelle soit-elle. Sylvie m'a regardé, puis a regardé le diagnostic et les lettres éparpillées sur la table. Elle savait qu'elle ne pouvait plus nier. Assise par terre, le dos courbé par la douleur, elle a commencé à parler. Sa voix, entrecoupée de sanglots, se brisait sans cesse. C'était il y a 6 mois. Élise ne se sentait pas bien. Parfois fatiguée,
essoufflée. Elle est allée à l'hôpital, en secret, sans te le dire. Le médecin lui a donné ce rapport. Elle a désigné le document. Elle est venue me voir en pleurant. Elle a beaucoup pleuré. Elle ne savait pas quoi faire. Elle disait qu'elle t'aimait, mais qu'elle avait peur d'être un fardeau pour toi. Alors, elle voulait annuler le mariage. Je me suis figé. Élise voulait annuler? Elle avait essayé de parler. Oui, a dit ma mère, comme si elle lisait dans mes pensées. Elle voulait annuler. Elle disait qu'il valait mieux que tu souffres une bonne fois pour toutes plutôt que de vivre avec quelqu'un de malade comme elle, qu'elle ne te méritait pas. Alors pourquoi? Et je criais. Pourquoi le mariage a-t-il eu lieu? Pourquoi Élise s'est-elle tue? C'est à cause de moi. Ma mère s'est frappée la poitrine. Tout est à cause de moi. C'est moi. C'est moi qui l'ai arrêté, qui l'ai convaincu. À ce moment-là, je te voyais, toi. Mon fils qui, après une vie de galère, trouvait enfin le bonheur. Je te voyais décorer l'appartement avec excitation, choisir les alliances, discuter avec moi du menu de la réception. Je n'ai pas pu. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Je suis ta mère, Julien, je voulais seulement te voir heureux. J'ai pensé, cette maladie. Même le médecin a dit que c'était rare et risqué, il n'a pas dit qu'elle allait mourir à coup sûr. La médecine a tellement progressé. Je voulais juste donner ce bonheur complet du mariage. Alors, je lui ai dit, de ne rien te dire, que tu ne le supporterais pas si tu savais, que si le mariage était annulé, vous seriez tous les deux malheureux, de ne pas s'inquiéter, qu'après le mariage, nous irions discrètement suivre les traitements, que je vendrais même cet appartement, que j'ajouterais toute ma retraite pour la soigner jusqu'au bout. C'est moi. J'ai écrit ces lettres pour l'encourager, pour lui donner de l'espoir. Elle a pleuré à chaudes larmes. J'espérais un miracle, Julien. J'ai prié le ciel tous les jours, pour que ma belle-fille soit sauve. Je pensais que si on passait juste le cap du mariage, tout irait bien. Puis, elle a prononcé les mots les plus cruels, ceux que j'avais déjà devinés, mais les entendre de sa propre bouche, c'était comme un coup de masse sur la tête. Je voulais juste que vous soyez heureux. Même si ce n'était que pour un court instant. Un court instant? Ai-je répété. Ma voix était glaciale, je ne criais plus. Ma rage s'était éteinte devant cette froide vérité. Donc vous saviez que le temps d'Élise était compté, vous vous prépariez mentalement à ce court instant. Non, je ne pensais pas ça, je voulais juste. Vous avez fait un pari, l'ai-je interrompu. Vous avez parié sur la vie de ma femme. Vous avez misé sur ce miracle vain, qu'elle ne mourrait pas. Et vous avez perdu. Vous avez perdu. Vous avez volé à Élise sa chance de se soigner. Pendant ces 6 mois, elle aurait dû être à l'hôpital, se reposer. Mais non. Vous et moi, nous l'avons traînée aux séances photos. Nous lui avons fait essayer des robes. Nous lui avons fait faire le tour des tables à la réception. Éviter toute forte émotion ou activité physique intense. Ai-je cité le rapport en criant. Vous savez à quel point un mariage est fatigant et émouvant? Vous l'avez poussé à ses limites. C'est vous qui l'avez conduite à la mort. Vous m'avez aussi volé mes droits. J'ai pointé ma poitrine. Je suis son mari. J'avais le droit de savoir. Le droit d'être à ses côtés, de prendre soin d'elle. Le droit de choisir. Vous m'avez volé tous ces droits. Vous dites que vous m'aimez. Votre amour est un mensonge, un égoïsme, un poison. Sylvie ne pouvait plus rien dire. Elle se contentait de secouer la tête, désespérée. Ses pleurs étaient bloqués dans sa gorge. L'excuse de vouloir le bonheur de son fils semblait maintenant si effrontée, si monstrueuse. Non, elle n'avait pas fait ça pour moi. Elle l'avait fait pour elle-même, pour obtenir l'image du bonheur parfait qu'elle s'était dessinée. Pour se satisfaire de voir son fils se marier. Et pour cela, elle avait tout misé, y compris la vie de sa belle-fille. Après sa confession, un lourd silence s'est installé dans la pièce. Seuls les sanglots intermittents de ma mère et ma respiration rauque le remplissaient. Dans la cuisine, la blanquette de veau commençait à brûler. L'odeur familière d'un dîner en famille, mêlée à la vérité cruelle dans le salon, créait une atmosphère incroyablement suffocante. Je ne criais plus, j'étais vidé de toute énergie. La rage à son paroxysme avait laissé place à un vide béant. J'avais ma réponse. La réponse à tout. Au jour où je me blâmais de ne pas avoir remarqué plus tôt.
Aux nuits où je me demandais pourquoi le destin avait été si cruel avec nous. La mort d'Élise n'était pas un accident, ni un coup du sort. C'était la conséquence directe d'une dissimulation. Une dissimulation orchestrée par la personne en qui j'avais le plus confiance et que j'aimais le plus, ma mère, et acceptée en silence par la femme que j'aimais de tout mon cœur, ma femme. Je me suis effondré sur la chaise en face de ma mère. Je l'ai regardée. Cette femme aux cheveux blancs, au visage ridé par la douleur, celle qui avait peiné toute sa vie pour m'élever. Celle qui, je le croyais, me protégerait même si le monde entier me tournait le dos, mais cette image était maintenant complètement détruite. Je me sentais trahi non seulement par ma mère, mais aussi par Élise. J'avais pitié d'elle, mais j'étais aussi en colère. Pourquoi a-t-elle écouté ma mère? Pourquoi ne m'a-t-elle pas fait confiance? Mon amour n'était-il pas assez grand pour qu'elle s'y appuie? Avec ma mère, tu as choisi la voie du mensonge, et tu en es morte si injustement. Tu ne m'as laissé que la douleur, le mensonge, et ce chaos que je ne sais comment affronter. Mais la colère contre Élise était fugace. Je savais dans quelle situation difficile elle se trouvait. Elle était jeune, effrayée par la maladie, amoureuse de moi et influencée par ma mère, une adulte qu'elle respectait. Elle était une victime. Et ma mère était le bourreau. Mon effondrement n'était pas physique, c'était l'effondrement de mes croyances, de ma vision du monde. La base morale sur laquelle j'avais toujours vécu s'était volatilisée. La personne que j'aimais le plus était celle qui m'avait trahi le plus cruellement. La vérité que je venais d'apprendre était plus douloureuse que la mort d'Élise. Si sa mort avait été un accident, cela aurait été un chagrin. Avec le temps, il se serait apaisé. J'aurais gardé de beaux souvenirs d'elle. Mais cette mort est une souillure, une tromperie. Elle a transformé mon mariage heureux et nos 3 années de relation en une farce macabre. Elle a tout sali. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne sentais qu'un froid qui me glaçait jusqu'aux os. J'ai regardé ma mère, toujours prostrée sur le sol. Elle avait cessé de pleurer et ne faisait que trembler. Elle attendait sans doute mon verdict. Que je la pardonne ou que je la maudisse. Je me suis levé. Cette maison où j'avais grandi était devenue aussi suffocante que l'autre. Je ne pouvais plus rester ici. Je ne pouvais plus respirer le même air que cette femme. Je me suis approché et j'ai rassemblé calmement le diagnostic, les lettres et les photos, et je les ai remis soigneusement dans mon sac à dos. C'étaient des preuves. Les preuves du crime de ma mère. « Julien, où vas-tu » a demandé ma mère, terrifiée en me voyant mettre mon sac. Elle s'est relevée en titubant et s'est accrochée à mon pantalon. « Ne pars pas, mon fils, je t'en supplie. Frappe-moi, insulte-moi, mais ne me laisse pas seul. J'ai eu tort, j'ai eu tout faux. » J'ai retiré sa main, froidement, fermement. « Vous ne m'avez pas laissé le choix, » ai-je dit d'une voix neutre. « Vous m'avez volé mon droit de mari. Vous avez volé à Élise sa chance de vivre, et vous m'avez laissé vivre dans le remords. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Maintenant, je vais faire ce que j'ai à faire. » Je n'ai pas dit explicitement ce que j'allais faire, mais dans ma tête, la décision était déjà prise. Une décision douloureuse, mais nécessaire. Cette affaire ne pouvait pas se régler avec des larmes et des excuses. La vie d'une personne était en jeu. J'ai tourné le dos et je me suis dirigé vers la porte, laissant derrière moi ses cris et son appel désespéré. « Julien, non, mon fils, je t'en supplie. » J'ai claqué la porte, coupant court à tout. J'ai claqué la vieille porte en bois de l'appartement. Les cris et les supplications de ma mère ont cessé, remplacés par le son sec de la serrure. Je suis resté adossé à la porte, dans l'obscurité du couloir. Ma poitrine se soulevait violemment, non pas de fatigue, mais d'épuisement émotionnel total. J'avais déversé toute ma rage, ma douleur et mon ressentiment sur celle que j'appelais autrefois ma mère. Ses pleurs filtraient encore sous la porte. Son appel pitoyable, « Julienne », tentait de s'infiltrer dans mon cœur, mais je ne suis pas retourné. Je ne le pouvais pas. J'avais peur que mon cœur ne s'attendrisse si je la revoyais. Et ce n'était pas le moment d'être faible. Je me suis mis en marche. Mes pieds semblaient peser 1 tonne. J'ai descendu les escaliers et j'ai quitté le vieil immeuble. La nuit parisienne s'est abattue sur moi. Le vent froid du début de l'hiver commençait à souffler. Je ne portais qu'une fine chemise, celle que j'avais mise le matin pour aller vider l'appartement. Le froid me mordait la peau, mais je ne sentais rien. Mon cœur était plus froid que ce vent. Où aller maintenant? Je n'avais plus de maison où retourner.
L'appartement 1508 n'était plus chez moi, et je ne pouvais pas retourner dans le vieil appartement de ma mère. Encore moins chez les parents d'Élise. Que pourrais-je leur dire? Que la mort de leur fille était due à la machination de ma propre mère? Que j'avais tout découvert? Ils avaient déjà perdu leur fille. Je ne pouvais pas leur infliger plus de douleur et de colère. J'étais un paria. J'ai erré dans les rues sans but. Les lampadaires étaient faibles, la plupart des magasins fermés. Seuls quelques restaurants de fin de soirée avaient encore quelques clients. J'ai longé les rues où j'avais marché main dans la main avec Élise. Les quais de Seine, le parc, tous les souvenirs affluaient, mais cette fois, ils n'étaient plus clairs et purs. Ils étaient souillés par le mensonge. Je me suis assis sur un banc au bord du fleuve. L'eau calme reflétait les lumières de la ville. Tout était paisible, sauf mon cœur, où une tempête faisait rage. Que faire? J'avais quitté la maison, j'avais crié ma colère à ma mère. Était-ce la fin? Devais-je me cacher dans un coin avec ces preuves et essayer de tout oublier? Non. Si je faisais ça, en quoi serais-je différent de ma mère? Elle avait caché la vérité pour un soi-disant bonheur. Et moi, si je cachais cette autre vérité, la cause de la mort d'Élise, qui gagnerais-je? Le soulagement de ne pas porter l'opprobre du fils qui a dénoncé sa propre mère? J'ai regardé le sac à dos à côté de moi. À l'intérieur, il y avait la vérité, le diagnostic d'Élise, les lettres de ma mère. J'ai pensé à Élise. Elle était morte, morte injustement et seule, la nuit la plus heureuse de sa vie. On lui avait volé son droit de vivre, son droit d'être soigné, son droit de choisir. Qui allait la venger? Moi. Je suis son mari, j'ai cette responsabilité. Mais l'adversaire, c'est ma mère. À cette pensée, mon cœur s'est de nouveau serré. Ma mère, ce nom sacré, celle qui m'a mis au monde, qui m'a élevé avec tant de courage. Après la mort de mon père, elle avait tout porté sur ses épaules. Son amour pour moi était sincère, je ne pouvais le nier. Mais c'est cet amour même, égoïste et aveugle, qui a tué ma femme. La justice pouvait-elle intervenir dans cette affaire? C'est une affaire de famille, une tragédie. Mais est-ce un crime? Je l'ignorais. Je n'étais pas avocat. Mais je savais que c'était mal, profondément mal. Ma mère savait qu'Élise souffrait d'une maladie grave qui pouvait la tuer à tout moment. Loin de l'en dissuader, elle ne m'a rien dit et a convaincu Élise de garder le secret et de se marier. Elle a sciemment poussé Élise dans une situation dangereuse, un mariage accompagné de fortes émotions et d'une intense activité physique. Y a-t-il quelque chose de plus émotionnel et épuisant qu'un mariage? C'était intentionnel. Elle ne l'a pas tué directement, mais elle a délibérément dissimulé une vérité mortelle. Un conflit faisait rage en moi. D'un côté, l'affection filiale, de l'autre, la raison. D'un côté, le devoir envers ma mère. De l'autre, la justice pour une défunte. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis. Ce n'est que lorsque la rosée de la nuit s'est lourdement déposée sur mes épaules que je me suis levé. Si je me tais, je vivrai toute ma vie dans le remords. Je deviendrai le complice de ma mère, continuant à enterrer la vérité. Je ne pourrai jamais allumer une bougie pour Élise le cœur en paix. Je dois le faire. Même si c'est douloureux. Même si demain le monde entier me traite de monstre, de fils indigne, qui a dénoncé sa mère et jeté la honte sur sa famille. Je dois le faire. Pour Élise. Pour la vérité. Et même pour ma mère. Elle doit faire face aux conséquences de ses actes. Les excuses ne suffisent pas. Les larmes ne suffisent pas. Seul le jugement de la loi pourra rétablir un semblant de justice. Une fois la décision prise, mon cœur était froid, mais résolu. J'ai regardé autour de moi. Je savais où se trouvait le commissariat le plus proche. J'ai mis mon sac à dos sur mes épaules. Ce n'était plus le poids des souvenirs, c'était le poids de la justice. J'ai marché, un pas après l'autre, résolument, sans me retourner. Le bâtiment du commissariat est apparu devant moi. La lumière crue des néons contrastait avec l'obscurité extérieure. Je me suis arrêté un instant devant la porte, puis je suis entré. Le policier de service a levé la tête vers moi. Il avait l'air fatigué par sa garde de nuit. « Bonsoir, que puis-je faire pour vous ?» J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. J'ai toussé. Je suis venu pour porter plainte. À quel sujet? Calmez-vous et asseyez-vous, s'il vous plaît. Il a désigné un banc en bois. J'ai secoué la tête.
Je ne pouvais pas m'asseoir. Je suis resté droit, serrant fermement la sangle de mon sac. Je veux porter plainte. C'est à propos de la mort de ma femme. Ma voix tremblait, mais était claire. Votre femme? Le policier a froncé les sourcils. Quand est-elle décédée? Les résultats de l'autopsie sont connus. Oui, oui, il y a presque un mois. La cause était une insuffisance cardiaque aiguë, mais ce n'est pas tout. Sa mort n'était pas un accident. L'attitude du policier est devenue plus sérieuse. Il a sorti un carnet. Racontez-moi en détail. J'ai dégluti. C'était le moment décisif. Irréversible. La personne responsable de sa mort. J'ai fermé les yeux, puis je les ai rouverts. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La personne contre qui je porte plainte est ma propre mère. Les jours qui ont suivi ont été une longue et froide procédure judiciaire. Après cette nuit au commissariat, l'affaire de la mort d'Élise, classée comme mort naturelle, a été rouverte. J'ai dû fournir toutes les preuves. Le diagnostic, les lettres de ma mère, les photos. J'ai fait une déposition, racontant tout du début à la fin, de la découverte de la boîte à la confrontation avec ma mère. Elle a été convoquée, je n'étais pas là, je n'avais ni l'envie ni le courage de la voir être emmenée par des inspecteurs. J'ai loué un petit studio dans un quartier très éloigné et j'ai coupé les ponts avec tous mes proches. Au travail, les gens me regardaient avec pitié. Ils pensaient que je ne m'étais pas encore remis du choc de la perte de ma femme. Ils ne savaient pas que je traversais un choc bien plus terrible. L'affaire a été instruite. Ma mère, Sylvie Dubois, est devenue l'accusée. Le chef d'accusation n'était pas un meurtre. Après examen, le parquet l'a poursuivi pour non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort. Bien qu'elle n'ait pas directement causé la mort, le fait d'avoir délibérément dissimulé son état, de l'avoir convaincu de se taire et d'avoir maintenu un mariage impliquant une forte activité physique et émotionnelle a été considéré comme l'ayant mise en danger sans lui porter secours. Le jour du procès, le ciel de Paris était gris. Je suis arrivé très tôt au tribunal. Je ne me suis pas assis sur le banc de la famille de l'accusé. Je me suis installé tout au fond de la salle, du côté de la famille de la victime. Les parents d'Élise étaient là aussi. C'était la première fois que je les revoyais depuis les funérailles. La mère d'Élise était décharnée, ses yeux cernés et vides. Le père d'Élise avait les cheveux complètement blancs. Ils m'ont vu, mais n'ont montré ni colère ni ressentiment. Leurs yeux ne reflétaient qu'une douleur infinie. Je les ai salués en inclinant la tête. Le père d'Élise m'a répondu par un petit signe de tête. J'ai compris qu'il connaissait aussi toute la vérité. Maintenant, nous attendions tous les trois malheureux, le verdict sur la femme qui avait causé cette tragédie. La porte de la salle d'audience est ouverte et ma mère est entrée. Mon cœur s'est serré. Sylvie Dubois, ma mère. Elle portait une tenue de prisonnière. Ses cheveux étaient blancs et en désordre. Elle était terriblement amaigrie, le dos complètement voûté. Elle marchait en traînant presque les pieds. Ce n'est qu'en arrivant au box des accusés qu'elle a balayé la salle du regard. Et elle m'a vu. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Elle s'est figée. Son visage s'est tordu de douleur. Elle a tendu la main, comme pour m'appeler, mais j'ai détourné la tête. Je ne pouvais pas la regarder. Le procès a commencé. Le procureur a lu l'acte d'accusation. Chaque mot était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Toute la machination de ma mère a été révélée. Le contenu des lettres qu'elle avait écrites à Élise a été lu. Une mère veut seulement que vous soyez heureux. En entendant ces mots résonner dans la solennité du tribunal, j'ai réalisé à quel point ils étaient effrontés et égoïstes. J'ai été appelé à la barre comme témoin. J'ai essayé de ne pas regarder le box des accusés et je me suis tenu à la barre. J'ai répondu à chaque question du juge. Ma voix était neutre, sans émotion. J'ai confirmé l'authenticité du diagnostic, l'écriture de ma mère. J'ai raconté la nuit de la mort d'Élise, le jour où j'ai trouvé la boîte. L'avocat commis d'office de ma mère a plaidé les circonstances atténuantes. Il a souligné l'âge avancé de l'accusé, l'absence de motivation malveillante, un acte découlant d'un amour maternel aveugle et le fait qu'elle regrettait profondément ses actes. Quand on lui a donné la parole pour une dernière déclaration, ma mère n'a pas pleuré. D'un corps tremblant, elle a simplement regardé dans notre direction, vers les parents d'Élise et moi. J'ai eu tort, sa voix était rauque et faible. Je ne demande pas pardon, je veux juste dire.
À mes beaux-parents, que je suis désolé. C'est moi. C'est moi qui ai tué votre fille. Et à mon fils, je suis désolé. Maman t'a fait tellement de mal. Je mérite de mourir. Elle a baissé la tête et s'est mise à sangloter. C'était le cri déchirant d'une mère qui avait tout perdu. La cour s'est retirée pour délibérer. Assis, j'attendais le verdict. Mon cœur était vide. Quelle que soit la sentence, Élise ne reviendrait pas, et notre famille était déjà en miettes. Le président de la cour a lu le jugement. La cour estime que les agissements de l'accusée, Sylvie Dubois, constituent un crime grave portant atteinte à la vie d'autrui. Quelle qu'en soit la motivation, la dissimulation d'informations médicales graves et le fait d'avoir poussé la victime dans une situation à risque ne peuvent être justifiés. En conséquence, la Cour condamne l'accusée Sylvie Dubois à une peine de 3 ans de prison ferme. 3 ans. Ce n'était pas une peine extrêmement lourde, mais ce n'était pas léger non plus. C'était le jugement de la loi. Quand les gardes ont emmené ma mère, elle est passée à côté de moi. Elle ne m'a plus regardé. Elle a simplement marché en silence. Une vieille femme, affaiblie et misérable, allant payer le prix de son égoïsme. J'ai regardé son dos voûté disparaître derrière la porte. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni soulagement, seulement une douleur muette. J'avais perdu ma femme, et maintenant, de mes propres mains, j'avais envoyé ma mère en prison. Il ne me restait rien. Le procès était terminé. Ma vie semblait avoir tourné une nouvelle page, une page blanche, tachée par le passé. Je ne vivais plus dans ce studio. Avec l'argent de la vente de l'appartement 1508, après en avoir donné une partie aux parents d'Élise pour les frais funéraires, j'ai trouvé un petit appartement dans un quartier complètement différent, loin de tous les lieux chargés de souvenirs. J'ai demandé ma mutation dans une autre agence et j'ai commencé à travailler dans un environnement totalement nouveau. Je vivais seul, en silence. J'ai coupé presque tous les ponts. Les proches de mon père, après le procès, me regardaient comme un monstre. Tu sais que Julien a dénoncé sa propre mère? Quel fils indigne! J'ai entendu ces mots, mais je ne me suis pas justifié. Je n'en avais plus la force. Parfois, le week-end, j'allais sur la tombe d'Élise. Je restais là, debout, à nettoyer la pierre tombale, à arracher les mauvaises herbes. Je ne disais rien, je ne savais pas quoi lui dire. Devais-je m'excuser pour ma négligence ou lui dire que la personne qui l'avait tué payait sa dette? Tous les mots me semblaient vains. Je pensais aussi à ma mère. Elle est en prison. Je ne suis jamais allé la voir. Pas parce que je la détestais encore. Ma colère s'était apaisée depuis longtemps. C'est juste que je ne savais pas comment lui faire face. Moi, le fils qu'il avait envoyé là-bas, et elle, la mère qui m'avait trahi. Entre nous, il y avait un abîme infranchissable. J'ai beaucoup pensé au mot bonheur. Il est si fragile. J'avais connu un bonheur éblouissant et chaud comme le soleil d'automne. Mais un seul mensonge, une seule dissimulation, l'avait fait voler en éclats. J'ai aussi pensé à la responsabilité. Ma mère, en apprenant la vérité, n'a pas assumé sa responsabilité d'adulte. Élise n'a pas assumé la responsabilité de sa propre vie. Et moi, je n'ai pas assumé ma responsabilité de mari. Je n'ai pas été assez attentif pour déceler la souffrance que ma femme cachait. Le temps a passé ainsi. L'hiver a laissé place au printemps. Ma douleur n'a pas disparu. Elle s'est simplement tassée, est devenue une partie de moi, comme une grande cicatrice. Elle ne saigne plus, mais elle lance à chaque changement de temps. Un dimanche matin, je suis allé au marché. En passant devant un fleuriste, je me suis arrêté net. Des rosiers en pot, les fleurs préférées d'Élise. La nuit de noces, notre chambre était remplie de roses. Depuis la tragédie, j'avais toujours évité cette fleur. Son parfum me rappelait cette nuit terrible. Mais ce matin, en voyant les boutons de rose prêts à éclore sous le soleil, je n'ai plus eu peur. Je me suis souvenu du sourire d'Élise. Le jour où je lui avais offert son premier bouquet de roses, ce sourire pur, non encore souillé par la maladie ou le mensonge. Après un long moment, j'ai décidé d'acheter un pot. Un petit rosier rouge, mais plein de boutons. Je l'ai ramené chez moi. Mon appartement a un tout petit balcon, juste assez grand pour un pot de fleurs. Je l'ai placé avec précaution à l'endroit le plus ensoleillé, et je l'ai arrosé. Les gouttes d'eau brillaient sur les feuilles. Je sais que cela ne signifie pas que j'ai tout oublié, ni que j'ai pardonné à ma mère.
C'est juste que j'essaie d'apprendre à vivre avec ma cicatrice. Cultiver ce rosier, c'est mon effort pour me souvenir des plus beaux souvenirs de ma femme, au lieu de ne me souvenir que de sa mort tragique. Élise aimait les roses, et je veux que cette fleur continue à vivre, à s'épanouir, et devienne le symbole que la vie doit continuer. Appuyé sur le balcon, j'ai regardé le rosier. Ma vie ne sera peu, être plus jamais éblouissante. Mais au moins, elle doit continuer. Je dois continuer à vivre, pour le reste de ma vie, et pour la vie que ma femme n'a pas pu vivre. Le soleil du matin brillait sur la rosée des feuilles. Je savais que je devais vivre.